pas grave. Merci Magid de nous avoir donné un éclaircissement déjà sur la situation et le type d'immigration qu'il y a jusqu'à aujourd'hui en Italie, d'une part. D'autre part, le contexte politique, géographique, où se développent éventuellement toutes ces questions, dont les questions d'intégration dont tu parles, qui sont du ressort d'une volonté politique, au-delà de la société civile, au-delà des types d'associations. D'autre part, nous avons éclairé effectivement sur cette relation qu'il y a dans la religion musulmane, en tout cas, entre des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de contradiction entre islam et laïcité. Et ça, c'est quand même important, parce que d'habitude, on mêle souvent islam et rigorisme, et non laïcité. Et d'autre part, c'est vrai que certains dévoient l'islam pour pouvoir imposer leur manière d'être, de faire, etc. Et c'est vrai aussi que dans ces situations-là, les femmes sont doublement fragilisées. À part cela, je pense que vous voudriez bien prendre la parole et poser des questions. Je rappelle qu'il y a une question à Saïd sur Bruxelles, et des questions que l'on pourra poser aussi à Magid. Là. C'est vrai. Il y a trop de lumière, je trouve. On est complètement... Et bien sûr, si certains veulent intervenir au-delà des questions, la liberté leur est donnée, puisque depuis pas mal de temps, on parle de liberté d'expression. Oui, bonjour. Je voulais poser une question à Saïd El Alami, qui nous a expliqué un petit peu ses interventions en Belgique, et j'aurais aimé qu'il puisse approfondir un petit peu plus par rapport aux interventions qu'il fait à l'école. Comment ça s'est articulé, d'où est venu le besoin, quand ils interviennent dans les écoles, est-ce qu'ils viennent avec un programme préconçu, où ils font en fonction de la demande de l'établissement ou des élèves? Enfin voilà, si on pouvait avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça. Je vous remercie. Oui, merci. C'est vrai que c'est difficile de rentrer dans une école, hein, parce qu'une école, elle est dans, comment dirais-je, à l'intérieur de ses murs, et on n'a pas envie que d'autres interviennent dans l'école. Mais ce que nous avons effectivement, c'est nous avons des activités après les heures scolaires. Donc, après 3h30, 4h, il y a des jeunes qui viennent chez nous, soit pour faire leurs devoirs, parce qu'on a une école de devoirs, et ce qu'on a aussi, c'est une permanence sociale. Hein. Et donc, parfois, quand il y a un problème avec l'école, eh ben, les jeunes ou leurs parents viennent nous parler de ces difficultés qu'ils rencontrent avec l'école. Donc, ce que nous faisons, c'est à travers les demandes, hein, on répertorie un peu les demandes dans le service social, et je dirais, à partir de ces demandes-là, on va rencontrer l'école en disant, voilà, nous, ce qu'on a constaté, voilà, on a constaté ça, est-ce qu'on pourrait effectivement soit intervenir comme un facilitateur, un médiateur, enfin, peu importe, ou alors, s'il y a vraiment un problème relationnel, ben, on propose une réunion, et à partir de cette réunion-là, on peut effectivement programmer des interventions, mais on se présente surtout comme offreur de services, et pas en tant qu'inquisiteur disant voilà, vous faites mal votre boulot. Non, mais c'est surtout comme offreur de services, et comme justement faisant partie d'un vivre ensemble qui pourrait avoir des retombées bénéfiques sur l'école. Donc, soit on a un programme qui est déjà établi, par exemple, la mallette genre, on a déjà réfléchi sur cette mallette. Donc, il y a plusieurs exercices, il y a plusieurs jeux de rôle, il y a plusieurs... voilà, donc pour animer dans une classe, donc présenter cette mallette pédagogique. Et ça permet aussi
je veux dire, d'avoir l'adhésion aussi des profs et des instances de l'école, hein, que ce soit la direction ou les profs et le staff qui organisent les activités dans l'école. Ça, c'est une partie, je veux dire, du travail. Mais il y a aussi des programmes qui sont aussi impulsés par l'administration. Par exemple, quand l'administration remarque qu'il y a de l'absentéisme dans une école, ben, il essaie d'imposer, entre guillemets, un programme. Donc, par exemple, le DIAS, dispositif interne d'accrochage scolaire, ben, c'est une émanation de l'administration qui constate que dans une école, par exemple, il y a un pourcentage d'absentéisme assez important, et donc ils doivent intervenir, et des services externes de l'école sont aussi invités à intervenir dans ce dispositif. Et effectivement, quand l'école remarque qu'à travers une animation dans une classe, eh ben, le prof, plutôt au lieu de faire le gendarme, ben, il fait son cours, ben, ça aide, enfin je veux dire, ça facilite un peu la demande. Et parfois, effectivement, on est débordé de demandes des écoles. Et ça, c'est à la fois on construit l'animation si la demande vient de l'école, mais ou alors on propose le sujet sur lequel on a déjà travaillé. Par exemple, EVRAS, donc éducation à la vie sexuelle et affective et relationnelle et affective. Donc on a déjà aussi une mallette pédagogique là-dessus. Et donc on présente la mallette pédagogique et on explique pourquoi on fait ces animations dans les écoles. Et je pense que les profs sont vraiment demandeurs parce que ça leur facilite aussi la vie de classe. Merci. Allô? Merci. En tout cas, merci pour les interventions et je salue chaleureusement, bien sûr, Hayat, je n'ai plus vu depuis longtemps. Il y a une question pour chacun ou même deux. Tout d'abord, Majid, tu as parlé d'une coalition entre les organisations mafieuses, donc criminelles en Italie, et des mosquées ou des islamistes. Si j'ai bien compris. Des islamistes, ok. Donc, c'est juste pour avoir un éclaircissement sur cette question. C'est-à-dire, cette coalition se décline comment sur le terrain, en quoi ils se mettent ensemble. Puis, tu as aussi parlé de l'extrême gauche, de l'extrême droite, et en mettant pratiquement les deux extrêmes radicaux dans le même pied d'égalité. Et personnellement, je trouve cette comparaison un peu stigmatisante. En tout cas, pas juste parce que, pour ce qui me concerne, je ne peux pas dire la même chose de l'extrême gauche qu'on peut qualifier d'extrême parfois parce que ce qui est gauche aujourd'hui ne l'est plus. La gauche traditionnelle, entre parenthèses, devient pratiquement une droite masquée, et que ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'extrême gauche représente tout simplement les valeurs de gauche qui sont abandonnées par la gauche traditionnelle qui a viré vers la droite. Bien sûr, il y aura toujours des transfuges. On a eu le cas dans plusieurs pays, des transfuges qui viennent de l'extrême gauche qui peuvent aller jusqu'à l'extrême droite, ou vice-versa. On a eu des personnes qui viennent de la droite vers la gauche. Mais cette comparaison-là, parce que tu as même qualifié les gauchistes ou l'extrême gauche par rapport à leur approche vis-à-vis des migrants comme étant pire. Tu as utilisé le mot pire que l'extrême droite. Donc voilà, j'ai tout simplement besoin peut-être de... je continue. Donc un peu plus d'éclairage sur cette question. En tout cas, ça me pose problème et ça m'interpelle. Et pour Saïd, donc tu as parlé d'une expérience
sur un quartier à une commune de Bruxelles qui est Schaerbeek. Une commune qui compte un peu plus de 130 000 habitants. Oui, 130 000 plus ou moins. Ok, au 140, donc on n'est pas sur 10 000. Mais, bien sûr, c'est une expérience tout à fait extraordinaire pour prévenir la radicalisation, etc. Et à l'instar d'autres communes comme Molenbeek, Molenbeek qui est devenu du jour au lendemain une commune star au niveau international. Il y a même des bus de toute communauté du monde qui viennent au centre de Molenbeek pour visiter cette commune et voir un peu à quoi ressemble une commune radicale. Or, cette commune, depuis toujours, a donné l'exemple, mais parfait, de ce qu'on peut appeler la cohabitation harmonieuse entre plus de 150, voire 170 communautés différentes du monde entier. Et c'est vraiment parmi... Donc Schaerbeek aussi, Saïd a parlé de Schaerbeek, Saint-Josse notamment, qui est la commune la plus dense en Belgique, mais la plus hétéroclite. Et donc, ce sont des expériences, mais d'une, on va dire, réussie. C'est l'exemple de la réussite de la cohabitation harmonieuse et qui sont du jour au lendemain, parce qu'il y a quelques radicaux qui se sont cachés clandestinement parfois et tout ça dans ces communes et qu'on va stigmatiser et qui ont vécu une situation très très quand même très grave, je dirais, après les attentats de Bruxelles, et alors que c'est des communes où il fait très beau à vivre. Et donc, pourquoi ne pas aussi apporter ces expériences positives de ces communes, parce que c'est vrai, il y a des ghettos dans ces communes. Mais les ghettos, on sait d'où ça vient. C'était les politiques de l'État belge, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, qui a justement fait en sorte que les gens qui viennent travailler et reconstruire ce pays se trouvent cloisonnés dans des quartiers un peu de la banlieue de la ville, des quartiers pauvres, etc., et qui n'a pas donné la même chance à tout le monde. Et alors sur l'école, il y a un pacte qui vient d'être voté, c'est le pacte d'excellence. Et ce que ce pacte a, c'est un pacte qui a l'ambition de réformer l'enseignement en Belgique. Tu avais parlé de l'enseignement général, l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Ça veut dire qu'il y a effectivement un enseignement qui ne donne pas les mêmes chances à tous les enfants. Et ce que ce pacte trouve un écho actuellement dans les écoles pendant même la jeunesse de son application. Merci. Lorsque je mets en même toi, gauche, extrême droite, moi je parle par expérience sur le champ. J'ai été candidat 4 fois en Italie, 2 fois dans les élections régionales et 2 fois dans les élections communales. Voilà, l'immigrant dans la politique, ce n'est pas... il ne fait pas partie du corps politique. Alors, et seulement un accessoire. Un accessoire, tu peux user et tu peux le jeter. Voilà, lorsque je parle de la discrimination. Les dernières élections, la Ligue du Nord, il a fait candidat un noir, je pense, de la Niger. Il a fait une campagne électorale. Il dit voilà, nous ne sommes pas des racistes, seulement pour abolir le discours politique. Mais il dit voilà, un homme intégré, voilà, nous ne sommes pas, comme on dit. Et lorsque Salvini est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, le décret de la sécurité, le décret de la sécurité, c'est le pire. Il a éliminé toutes
les espaces de la liberté, même les manifestations. Toute violence durant une manifestation sera poursuivie légalement. Elle a éliminé l'identification de la police, parce que la police avait chaque police qui protège une manifestation, elle a un code pour être identifiée en cas de violence extrême de la part de la police. Elle a protégé toute l'apparaît de la sécurité. Ça, la gauche, elle a fait usage de moi. Moi, j'ai vécu une expérience discriminatoire dans les élections, parce que les camarades des sections de parti dans une ville, et nous sommes dans la même liste électorale, ils invitent type A, mais ils n'invitent pas le type B, et ils parlent d'immigration. Ils parlent de nos problèmes. Nous ne sommes pas des fils mineurs. Nous avons une capacité intellectuelle, une capacité d'analyse, et nous sommes capables de porter notre bataille. En 2010, on a porté une bataille violente, organisée par des immigrants bréchats, la lutte de la grue. On a occupé la grue jusqu'à... Parce qu'elles ont fait une loi. Pendant 8 ans, l'Italie n'a pas, de 2001, n'a pas fait une loi sur l'immigration. Elle a fait une loi, anti-golf pour les femmes de ménage, etc., etc. Et comme pendant 8 ans, il y en a des clandestins qui sont reproduits en Italie, alors tous les hommes sont devenus des femmes de ménage avec des contrats. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait un décret interne sur le décret gouvernatif. Il dit que tous les immigrants qui ont été expulsés 2 fois n'ont pas le droit, mais après 6 mois, ils n'ont pas le droit de présenter leur régularisation. Et voilà. Déjà, l'État italien, elle a encaissé 1 000 € par chacun, plus 6 mois anticipés des cotisations sociales, et après 6 mois, tu venais à 10 mois, voilà, tu n'as pas le droit. Et je n'ai pas le droit de prendre même les sous que j'ai versés comme pour me régulariser. Nous avons fait une bataille. De toute façon, il y a un sitting qui a duré pendant 2 mois. On a créé une fête de politique. Nous avons fait des débats avec toutes les partis gauche ou droite. Après, on a constaté qu'on n'a pas un espace, il n'y a aucun espace de dialogue et que le problème sera toujours le même. Alors, on a occupé un groupe pendant 2 mois. On a fait faillir la société qui s'occupe de faire le métro à Brescia, 50 000 € par jour pendant 2 semaines. Et à la fin de compte, nous avons organisé avec Milan, autre occupation, avec Florence, on a créé un réseau de lutte et on a réussi. La Cour constitutionnelle, elle a donné un nom raison parce que on n'a fait même pas une bataille sur champ. On a fait aussi une bataille constitutionnelle. On a des avocats qu'on a dénoncé le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Le mois de 8, on note, la Cour constitutionnelle, elle a donné raison à nous et on a régularisé plus de 180 000 cas séjours. Et ce n'est pas cas séjours, 180 000 de vies, de personnes qui ont été régularisées. Voilà. La gauche, ce point-là, elle n'a pas nous aidé. Nous avons une capacité. On a démontré aux autres, lorsqu'on est bien organisé dans un pays comme l'Italie, on peut avoir des résultats positifs. Cette bataille, je pense que sera écrite dans l'histoire de la Ligue des immigrés. Oui, je vais commencer par la dernière partie de ta question, c'est le pacte d'excellence. Le pacte d'excellence, il va produire ses effets qu'à partir de 2030 seulement, parce qu'il est en train il n'est pas encore tout à fait validé. Il y a
il y a plein d'étapes sur lesquelles il doit d'abord, je veux dire, les intervenants doivent un peu l'étudier et le modifier, le modeler et tout ça. Donc le pacte d'excellence, on en parle, c'est vrai, on en parle beaucoup ces derniers temps à Bruxelles, mais je veux dire, il ne va pas produire ses effets déjà maintenant. Donc en attendant, on est en train de travailler, on doit continuer à travailler avec le système qui existe déjà. Ça, mais il y a beaucoup d'idées qui sont justement très positives par rapport à l'orientation et par rapport à un tronc commun qui va être prolongé. Il y a beaucoup d'idées qui sont là, qui sont très intéressantes. Pour revenir à Scarbeck, moi j'ai parlé du quartier dans lequel je travaille. Et je pense que c'est déjà une réussite parce que c'est un quartier qui se trouve ce qu'on appelle le croissant pauvre. Donc c'est toute une partie de Bruxelles où ce sont contrairement à Paris, les quartiers pauvres se trouvent à l'intérieur du centre, ne sont pas à l'extérieur du centre, plutôt l'inverse. Donc les alentours de la ville de Bruxelles sont plutôt des villas et des gens riches qui habitent, mais à l'intérieur du centre, c'est des quartiers pauvres où il y a encore des poches vraiment de pauvreté qui se trouvent pas très loin de la grande place, la plus belle place du monde, mais il y a justement... oui, pour les Belges, c'est la plus belle place du monde. Et je le redis. Voilà, vous avez la plus belle vue du monde, mais en Belgique, on a la plus belle place du monde. Et donc, les quartiers pauvres se trouvent pas très loin de cette place. Et donc, moi, je parle surtout de ce quartier, où c'est un quartier, comme je disais, c'est le quartier de la gare du Nord. Et dans toutes les villes du monde, les quartiers à côté de la gare, ce sont des quartiers de passage, ce sont des quartiers où les immigrés viennent s'installer, et puis après, quand ça va bien, ils vont bouger. Et donc c'est ce qui est arrivé dans ce quartier aussi. Il y a une communauté qui a fait, je veux dire, fortune dans le commerce, comme les Turcs, parce qu'ils ont ouvert pas mal de restos. Les Marocains... commence je veux dire, on retrouve que les vieux qui ont vraiment, entre guillemets, qui ont leurs habitudes, il y a leur petite mosquée, la petite épicerie, mais les enfants habitent ailleurs. Donc voilà, ceux qui ont, quand il y a une ascension, enfin quand ça commence à bien, je veux dire, à aller bien pour la famille, ils quittent le quartier. Et donc, on se retrouve avec un renouvellement de population de manière régulière. Donc, on a eu les Polonais, on a eu les Bulgares, on a eu les Hongrois, et maintenant, la dernière vague, c'est les Syriens qui sont installés. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une réussite parce que les associations se mobilisent et font réseau, justement pour accueillir ces populations et les aider à mieux s'installer, que ce soit à l'école ou alors je veux dire, pour régulariser leur situation administrative. Donc les permanences sociales travaillent énormément avec ces populations qui arrivent parce qu'il y a énormément de demandes, point de vue mutuel, point de vue travail, enfin bref. Parfois on a même une maman, un papa qui vient avec une lettre parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Voilà, donc c'est le quotidien qu'on a. Et donc, le travail quotidien permet justement de créer à la fois de la confiance, mais aussi créer du lien avec ces personnes qui viennent s'installer. Et ça, c'est un travail, pour moi en tout cas, c'est une réussite, parce que les associations, d'abord, font réseau, et en plus se complètent dans le sens où, je veux dire, un service d'aide à la jeunesse fera appel à un planning familial. Le planning familial va faire appel à un centre de santé mentale. Et donc, ce réseau-là est très bénéfique pour la population. Et donc, ce n'est pas d'une manière péjorative que je citais les problématiques qu'on rencontre dans ce quartier. Non, c'est juste, j'ai fait un constat. Et ce constat-là, il n'est pas figé, ce n'est pas une image, mais il évolue. Et donc cette évolution,
bien sûr, elle est très positive, parce que si on parle de Scarbeck, c'est 130 000 habitants, c'est 90 nationalités différentes, d'origines différentes, et ça se passe relativement bien, mais effectivement, dans certains quartiers, il reste justement des poches où il faut investir pour rendre, je veux dire, le vivre ensemble non seulement faisable, mais appréciable. Parce que dans ces quartiers-là, je veux dire, tu peux sortir à 2 h du matin, tu peux trouver un resto, tu peux trouver un night shop, tu peux trouver ce que tu veux, et il y a la sécurité en plus. Donc c'est des quartiers qui sont vraiment pas dangereux du tout, mais parce que les gens qui n'habitent pas le quartier, qui habitent par exemple de l'autre côté de la ville, on parle de Uccle, Uccle c'est un peu le quartier chic de Bruxelles. Les gens de Uccle ne viennent pas à Scarbeck parce qu'ils ont une très mauvaise image parce qu'ils ne fréquentent pas ces populations. Alors que voilà, c'est dans ce sens-là que je le dis, c'est pas dans le sens où ces problèmes sont insolubles. Non, les associations sont très actives, il y a une densité d'associations et surtout le réseau qui fonctionne super bien. Ok. Si vous permettez, je vais poser une question aussi. Parce que c'est un sujet qui quand même, d'abord parce que les expériences que vous avez faites et que vous faites et que vous continuez à faire, c'est formidable, parce que c'est des expériences que l'on a depuis pratiquement la marche des beurs, depuis très longtemps. On travaillait avec les écoles, on rentrait dans les écoles, on faisait des cours de soutien scolaire, des cours d'alphabétisation, etc., pour le vivre ensemble. Donc c'est vrai que ça continue et c'est très bien, et vous arrivez à bousculer aujourd'hui ce que peut-être nous ne faisions pas assez, bousculer peut-être les institutionnels sur ces questions. Mais je trouve que dans toutes ces interventions, il y a une idée centrale, à savoir qu'on est encore aujourd'hui, après des années, dans une situation de domination, d'esprit, d'une culture de domination, qui va avoir des effets négatifs. Et c'est cela la véritable cause essentielle de bien des choses. C'est qu'on est dans une situation Occident-Orient. L'Occident est moderne, l'Orient est archaïque. Et non seulement ça, mais c'est que les politiques eux-mêmes utilisent la majorité des médias pour le dire et le redire. Comment voulez-vous, dans une société où les médias, les politiques, ceux qui ont les moyens, sont en train d'aliéner avec ces idées, qu'il n'y ait pas des situations effectivement controversées et que même le français le plus à gauche ou je ne sais quoi peut être perturbé par ces choses. Il y a une nécessité de dénoncer effectivement les médias. C'est ce que l'association de critique des médias fait très bien, et je voudrais vous donner une citation de Gilles Sakaz, qui a été invité par BFM TV et qui disait, suite aux événements de Barcelone et suite au terrorisme qu'a connu cette ville, nous sommes en guerre, dit-il. C'est 2 idéologies, 2 cultures, 2 modes de vie qui se confondent, et l'un d'eux doit sortir gagnant, et en l'occurrence, ça doit être notre modèle occidental. Lorsqu'on écoute ça, on se dit, mais demain, il va y avoir le monde. C'est pas possible. Ça radicalise les gens. Donc, si effectivement il y a quelque chose à faire, c'est au niveau des systèmes, au niveau des pouvoirs, au niveau des médias, qu'il faut effectivement se réveiller, pas seulement en tant que personne radicalisée ou pas, musulman ou pas, etc. Le français non musulman est complètement impliqué dans ce combat, parce qu'il est victime lui aussi. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui a été fait, que ce soit en Belgique ou en Italie, pour essayer effectivement, non pas de contrecarrer directement, probablement, mais de travailler en amont quelque chose qui pourrait arriver et quelque chose qu'il faudrait encourager. Mais la question que je pose, parce que moi personnellement je n'y suis pas arrivée, je suis aussi acteur de terrain, quelles sont les structures et comment, pour arriver quand même
au séminaire, au titre du séminaire, qui est la radicalisation. Comment arrivez-vous effectivement à travailler avec des familles dont les enfants ont été radicalisés, qu'ils soient convertis ou non convertis? Avec les convertis, comme vous dites, c'est pire. Je connais très bien la population, par exemple, de Nantes. Les convertis sont beaucoup plus radicaux que les non convertis. Donc, que faire par rapport à ça face à une absence de volonté politique de faire quelque chose? Parce que ça, il faut en être conscient. La volonté politique n'est pas là. Il n'y a que, effectivement, les structures et la société civile qui peut acculer le politique à faire quelque chose. Et quand ce sont des questions d'ordre « je vis ensemble, je suis médiateur », etc., on laisse faire. Mais essayons de toucher effectivement les véritables creux et essentiels de la politique actuellement. Je pense que les médias sont un véritable cancer d'aliénation de la population. Pas tous, c'est vrai, mais beaucoup d'entre eux, lorsqu'on les entend, c'est la peur. Objectif, je dois faire peur. Et une fois que je fais peur, je dis n'importe quoi, n'importe comment. Sur l'islam, on confond islam, musulmans, pratiquants, intégristes, radicaux, etc., 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 etc. C'est comme si on allait confondre, nous, Français, chrétiens, catholiques, radicaux, extrémistes, parce que quand même, il y a eu des extrémistes chrétiens, dernièrement, enfin, il y a pas mal de temps, au Châtelet. Donc, il y a une nécessité, d'avoir le terme juste, le combat juste, ne pas tout mélanger. Il y a une banalisation qui se fait et qui est aux dépens de tout le monde. La deuxième, c'est vrai, lorsqu'il dit on ne peut pas confondre l'extrême gauche et l'extrême droite, mais la pratique que beaucoup d'immigrés ou de personnes qui veulent sortir de tout ça ont par rapport aux populations de gauche, au régime de gauche ou au régime de droite, est pratiquement la même. Et je vous dirais même plus. Moi, j'ai pu avoir des financements quand la droite était au pouvoir pour faire les cours de langue d'origine, alors que quand la gauche était au pouvoir, je n'en ai pas eu. Donc cette confusion qu'on peut faire, il faut identifier les choses. À mon sens, il faut l'identifier. Et la question vraiment, c'est de savoir que faire sur le terrain avec les familles qui sont dans cette situation. Je peux vous raconter une petite expérience que nous avons fait à Bergen pour l'enseignement de la langue arabe. La majeure partie des musulmans, ils enseignent la langue arabe en mosquée, de dimanche ou de samedi. Voilà, on a posé une question. L'enfant, toute la semaine, était chargé par les examens, par les noces. Alors, le samedi soir et le dimanche sont des journées de repos. Et voilà, on a lancé une expérience avec des écoles italiennes. On a demandé un espace le soir d'enseigner, durant la semaine, d'enseigner la langue arabe dans une structure éducative. Et cette expérience est en train de vivre plus de 7 ans. Et voilà, nous avons réussi à porter les enfants dans la mosquée, parce que la mosquée c'est un lieu où on se pratique le culte, on n'enseigne pas la langue arabe. La langue doit être enseignée dans un contexte pédagogique et aussi éducatif. Voilà, c'est une méthode qu'on a éloignée des enfants d'avoir une mémoire un peu perturbante. Ça c'est une petite go, una goccia al mare, une petite go dans la mer. Est-ce que ça veut dire que dans les mosquées, il y a des gens qui instrumentalisent? Bien sûr, bien sûr. Dans les mosquées. Ça fait 7 mois, la digo. Zohar était un imam il y a une vidéo
qu'elle est en train d'enseigner aux enfants comment devenir un terroriste. C'est comment tu dois devenir un combattant pour Allah. Et ça, c'est par vidéo, voilà. Il y en a beaucoup des exemples en Italie sur, sans parler qu'aujourd'hui en Italie, la mosquée est devenue un business parce qu'il y a une lutte entre la Turquie et le Qatar. Le Qatar, c'est le pays qui investit beaucoup de milliards de dollars à Milan. Alors, l'espace politique, sous pression du Qatar, il a créé un conflit entre les frères musulmans et la Jordanie et le Maroc. D'une part, le Madhab Maliki et les frères musulmans. Et voilà, nous sommes dans ça, à Milan, nous avons fait une lutte qui sera au moins un espace, un mosquée pour tout le monde. Et ce n'est pas pour une structure juridique aux frères musulmans au Mali. Ça, c'est exemple. Mais voilà, les frères musulmans à Sienne, près de Florence, ils ont réussi à avoir un lieu de culte grâce à l'église. Ils ont fait un accord avec l'église, Vescovo. Il a donné un espace dans l'église pour construire une mosquée. Et voilà, l'extrême droite n'a pas pu faire une campagne anti-mosquée parce que l'église de Rome, elle va intervenir sur ça. Voilà, ce sont des je sais pas, mais de toute façon, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à avoir un lieu du culte avec le problème, les centres musulmans. Voilà. Et tu dis, voilà, je ne suis pas contre la mosquée. Elle fait comme un centre de mosquée, un centre culturel musulman, mais le 3/4 de ce centre, c'est une mosquée. Et le 1/4, c'est éducatif. Et voilà comment on peut gérer la manipulation de... Oui, on entend ? Ouais. Non, je disais, c'est très intéressant ce que vous avez dit en parlant des lieux du mouvement populiste qui règne en Europe, hein, qui a un vent du populisme. Et c'est très important de remettre ça dans un contexte parce que quand tu entends des discours qui sont nobles et qui mènent un combat qui est très noble pour les minorités, etc., dans beaucoup de gens, je ne vais pas citer l'occidental, ils se disent mais rentrez chez vous, quoi. Nous on n'en veut pas. On ne veut pas de mosquée, on ne veut pas de ci, on ne veut pas de ça, on ne veut pas ça. Et donc il y a une sorte, et c'est pour ça que ça rejoint un petit peu, alors je ne veux pas généraliser, mais ça rejoint un petit peu ce qu'il disait quand il parlait d'extrême gauche et d'extrême droite, qu'on ne veut pas généraliser bien sûr, mais quand tu vois par exemple les influences, par exemple quand tu vois un homme d'extrême droite rencontre un homme d'extrême gauche, ils s'entendent sur Gramsci, ils vont parler du philosophe Gramsci et des influences mussoliniennes ou marxistes, etc. Donc il y a une défense comme une immunité d'une défense de l'Occident. Et c'est là où c'est très 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 dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut bien remettre en contexte le contexte international, les conflits internationaux, et qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays pour que des migrants viennent en Europe. Et ça, c'est très important de remettre dans le contexte. Et on l'oublie un petit peu. Pourquoi les gens viennent? Il y a des guerres, il y a des conflits d'intérêts. Vous avez dit, vous avez parlé du Qatar, on peut parler, mais même en Algérie, hein, parce qu'on pense que c'est un problème européen. Il suffit qu'il y ait une mosquée qui arrive ici, et c'est fini, les salafistes. Mais même en Algérie, il y a eu des problèmes extrêmement graves. Moi, je me rappelle en Algérie, j'étais déjà jeune. Quand je suis allé en Algérie, c'était dans les années déjà 86, ça a commencé 86-88. Ça commençait déjà à chauffer déjà. Ça commençait un petit peu, il y avait une jeunesse qui se rebellait, mais il n'y avait pas un islamisme pur et dur. Et comment on a pu voir
et comment on a pu voir émerger, c'est-à-dire un islamisme, une idéologie qui venait d'ailleurs, comme tu disais, d'Arabie Saoudite, du wahhabisme, qui s'est déversé à coups de milliards dans ces pays-là. Quand on voit, par exemple, le manque, je dis bien, le manque, tous les démocrates en Algérie qui ont été enfermés, ou toute l'émancipation même des femmes qui se battaient, pour essayer de trouver leur place dans les institutions politiques, etc., pour contrer le pouvoir de la dictature des généraux, on voyait qu'il y avait un parti unique. Et on ne pouvait pas faire de politique en Algérie. Et le seul endroit où on peut faire de la politique en Algérie, c'était dans les mosquées. Dans les mosquées ou dans les universités un petit peu. Mais surtout dans les mosquées. C'est-à-dire que l'imam a pris la place où il y avait le seul souffle qu'il pouvait avoir en opposition avec ce politique. Et c'est comme ça qu'est né le fils. Et c'est pour ça que c'est pas simplement un problème européen un problème. Non, mais vous avez très bien fait de le soulever tout à l'heure en disant que c'était quand même. C'était important de le dire. Oui, je peux juste rajouter. Moi, je suis convaincu que le combat, il se fait aussi sur les marges. Pour moi, le fait islamiste, il ne parle pas que comment faire la prière, et comment s'habiller, et comment tailler sa barbe. Mais il parle aussi de comment manger, comment marcher, comment faire la fête, comment faire le deuil, comment... Donc il prend vraiment toutes les coutumes que nous avons héritées depuis, il les prend en otage et il le remodèle à sa manière. Moi, quand je vais dans un restaurant où c'est marqué halal, je suis obligé de manger ce qu'il me propose. Mais pour moi, je rentre, je fais effectivement un don à cette nouvelle culture du halal. Je participe à cette nouvelle culture du halal. Moi, je suis arrivé jeune à Bruxelles en 89. Je buvais ma bière à la terrasse, à côté de la mosquée, il n'y a personne qui me dérangeait. Maintenant, toute la rue est devenue halal. Et donc cette expansion, justement, ce problème qui plane et qu'on ne se révolte même pas sur ça, parce qu'on trouve tout à fait normal que toute une rue est devenue halal. Bon, moi, ça me pose réellement problème, et c'est là où la marque... Parce que quand on essaie de me ramener sur la question religieuse, moi, je n'ai pas un problème avec Dieu, parce qu'il est en haut. Moi, j'ai un problème avec celui qui impose ce truc-là ici. Et celui qui impose ce truc-là, c'est un imam. Moi, je prends l'exemple du quartier dans lequel je travaille. Il y avait, je veux dire, c'est tout à fait naturel quand un personne âgée se promène dans la rue, les petits-enfants, ils vont le saluer. Et, au Maroc, par exemple, on lui baise la main, on fait la bise à la main, tu vois, et on trouvait ça normal. Et donc, l'imam est venu dans une école. Et ça, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a frappé. Il vient dans une école, les gamins étaient en train de jouer, et ils sont venus s'accroupir, ils sont venus autour de lui, et il a commencé à leur parler. Et moi, je suis travailleur social, et donc j'entends le discours qu'il distille à ces gamins de 13-14 ans, en disant, voilà, c'est votre prière la première, c'est le Coran, c'est le Ramadan, et attention, l'école, ce n'est pas ça qui va vous ramener le salut. Et moi, le gars, mon son m'a fait qu'un tour en me disant, écoute, qu'est-ce que tu racontes à ces gamins-là? Quand ils auront 18-20 ans, est-ce que c'est toi qui vas leur donner du travail? Est-ce que c'est toi qui vas apporter, les aider à créer une famille, à être productifs dans cette société? Qu'est-ce que tu racontes? Ces gens-là, ces gamins-là, quand ils auront 18 ans, ils seront sortis d'une école, sans instruction, sans diplôme, sans rien. Et tu es un criminel en disant ça. Eh bien, quand j'ai terminé en disant tu es un criminel, en disant ça à des gamins, parce qu'ils étaient une vingtaine autour de lui, il y avait 4 qui sont sortis, et donc ma vie était, je veux dire, physiquement était en danger. Heureusement pour moi, j'étais en plein milieu de mon travail, et donc ils n'ont pas pu m'attaquer sur place, mais j'ai senti ça pendant 2 mois
à chaque fois que je sors de mon boulot, ben, il y en a qui s'attaquent à moi. Et moi, je crois que ça c'est quelque chose qu'on doit combattre au quotidien. Je donne un autre exemple que j'ai vécu également. Il y avait un converti qui était... comment il y avait un converti qui a fait, défrayer la chronique en Belgique. Il s'appelle Jean-Denis Le Soumis. Il appelle ça, c'est lui qui le dit, hein, c'est Le Soumis. Hein. Et en fait, c'est un gars qui était un simple citoyen, un barman, il travaille bien, et puis après il a rencontré une Marocaine, et puis voilà, il s'est marié. Non, ça n'a rien à voir. Oui, mais attends, je termine ma petite anecdote. Et c'est vraiment croustillant, parce que et j'ai même été à son mariage. Et il me dit, voilà, moi j'aime bien les petits couscous, j'aime bien le tagine, et la fille elle est belle, moi je vais l'épouser, et c'est bien. Sauf que la jeune fille, et c'est une directrice d'une agence de voyage, et elle a épousé un Européen pour justement, croyant qu'elle allait trouver la liberté et sortir de sa maison et tout ça. Et c'était l'inverse. Il voulait la mettre à la maison. Il voulait lui mettre le hijab et tout ça. Et il lui a dit non, moi je suis à Cancun, je dois. Et un jour je le rencontre et je lui dis bah, le mariage. C'était 2 ou 3 mois après. Et je lui dis alors le mariage ça va? Il dit non, ma femme est à Cancun. Je lui dis mais ici, qu'est-ce que tu fais toi ici? Avec elle à Cancun, donc c'est très bien. Il me dit non, moi je ne suis pas comme ça. Et il est rentré, donc il a divorcé, il est rentré en plein pied chez les islamistes, mais après, il sortait avec la barbe jusque-là, avec le khamis, et il allait vraiment dans les quartiers pour prêcher la bonne parole. Et ça, c'est des exemples comme ça qui font parfois, tu te dis, mais ça tient à quoi? Ça tient à quoi, ce truc-là? Autre chose que je vais vraiment souligner qui s'est passé en Belgique, c'est ce qu'on appelait, c'est le politique qui a sorti ça, parce que tu parlais de politique. Le politique a eu l'idée, croyons bien faire, il a sorti un jour les accommodements raisonnables. C'est quoi les accommodements raisonnables? Eh bien, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous, on ne va pas appliquer toute la smala de nos valeurs, de nos lois, de tous. Donc, on va accepter des dépassements. Mais en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il crée justement une scission entre eux et nous. Donc eux, ils peuvent faire ça, et nous, on ne peut pas faire. Et du coup, cette scission qu'il a créée, peut-être de bonne intention, mais en tout cas, l'effet a produit l'effet inverse, c'est que non seulement les islamistes ont pris ça, mais vraiment à bras-le-corps, et donc ils ont commencé à vraiment infiltrer la communauté d'origine de culture musulmane, ils l'ont vraiment bien pénétré, bien travaillé, et ça produit aussi les nationalistes qui ont dit, bah oui, mais eux, ils peuvent se permettre tout, hein. Et du coup, on a créé une dualité, et cette dualité, ça se ressent actuellement en Belgique, entre un nationalisme qui grandit de plus en plus. Il y a dans le Nord ce qu'on appelle la NVA, c'est des nationalistes qui se disent pas tout à fait extrémistes, mais tout comme. Et il y a le Vlaams Belang qui, à eux deux, ils ont récolté presque 50% des votes dans les dernières législatives. Et donc, ça, c'est l'effet de, parfois, certaines politiques qui créent, je veux dire, l'effet inverse. Donc voilà, quelques exemples, mais voilà, donc si vous voulez encore, je vous donne Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais intervenir à la question de comment ça fonctionne, la radicalisation, comment ça se fait que les familles, est-ce qu'elles acquiescent ou est-ce qu'elles subissent. Je pense que la radicalisation est un processus. C'est un processus qui a commencé il y a très longtemps, avec un mouvement, disons un peu timide, je parle de la France, avec les Tabligh. Le Tabligh, c'était un mouvement qui existait en Inde
et qui avait pour mission, il a fait son expérience en Inde, il avait pour mission de réislamiser les gens, mais les réislamiser, pour eux, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, oui, je suis musulman, tu es musulman, ça y est, tu viens à la mosquée. Ça. Non, ils ont compris, ils ont mis en place un processus, c'est-à-dire qu'à partir du travail, à la fin du travail, il fallait être visible, c'est-à-dire se montrer selon une visibilité, c'est-à-dire le khamis, l'abaya, etc. C'est-à-dire commencer déjà par s'approprier le corps des gens. C'est-à-dire, on commence, on dit aux gens, vous prenez l'abaya, vous sortez dehors, vous allez dans les... L'abaya, c'est la robe qu'on porte au Maghreb, masculine, la tenue. Alors, ils ont demandé aux gens de porter l'habit national, pas l'habit de l'Inde. Et ils ont commencé à dire, vous allez, vous sortez, vous mettez quelque chose sur la tête, il faut que vous prêchez, mais ce n'est pas la parole qui compte, c'est la visibilité. Et ils ont commencé auprès des jeunes, tu es musulman, non, tu n'es pas musulman, il faut que tu mettes la tenue. Deuxièmement, tu mets la tenue, mais c'est rien, tu mets la tenue. Est-ce que tu manges halal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, au niveau de ton quotidien, c'est-à-dire au niveau des repas, tu as ce réflexe, je mange musulman, sachant que je mange musulman. Et après, il faut que tu impactes ce processus corporellement. Que tu fasses ou tu ne fasses pas la prière c'est l'aboutissement, c'est pas le début. Et chez toi, tes filles, comment elles s'habillent? Elles ont des... Non, ils sont pas... Il faut qu'elles mettent une robe longue. Parce que c'est un processus, un très grand processus. Et ce tablir qui était piétiste, ces piétistes, ont été remplacés à un moment donné par ce qu'on appelle le salafisme, qui eux, il y a un texte qui est sorti, je ne me rappelle plus là, où il y a tous les faits et gestes, tout le quotidien. Comment, quand on se réveille le matin, il faut descendre de son lit au pied droit et pas au pied gauche, comment il faut rentrer là pour ouvrir tout est conditionné, ce qui signifie que avant que les gens se radicalisent, ils sont déjà conditionnés. Il reste seulement le déclic, et ceux qui se radicalisent, il y a une deuxième étape, c'est la rupture avec la famille. Si la famille ne suit pas, tu sors de la famille. Si tu es fort, tu as compris, tu dois réislamiser ta famille et créer un corps distinct des autres musulmans, parce que c'est des musulmans mous, c'est des faux musulmans, etc. Et par conséquent, comment on arrive après ce processus-là? Tu vas après dans les mosquées salafistes, où il y a un discours bien rodé, et pour certains, la pratique, le piétisme ne suffit pas. Pour certains, on leur dit, si vous voulez passer au second stade, c'est-à-dire que vous devenez témoin, héros, shahid, etc., et à travers les réseaux sociaux, avec tout ça, un guerrier, etc., vous avez, voilà, la direction. Et c'est ce processus-là, c'est-à-dire que quand on dit qu'il faut faire la déradicalisation, etc., il faut prendre le processus au départ et pas à l'arrivée. Oui, je peux juste rajouter par rapport à ce que tu dis, ça, on l'a connu vers la fin des années 90, à Bruxelles aussi. Oui, il y avait ce qu'on appelle les Ba'atat fi sabilillah, tu vois. Ils sortent, ils doivent faire un stage. Avant, c'était un stage soit à Londres, parce qu'il y avait les Pakistanais, et ils rassemblaient les gamins, 19-20 ans, et ils les prennent pendant une semaine, 15 jours, parfois même plus. J'ai eu un papa qui est venu me voir pour me dire que son fils, il va s'absenter pendant 1 an. Et quand j'ai expliqué pourquoi, quand je lui demandais, il m'expliquait pourquoi il doit s'absenter pendant 1 an,
Pourquoi il est venu chez moi? C'est uniquement pour que je téléphone à l'école, pour que je trouve une solution avec l'école pour cette année sabbatique que son fils allait faire alors qu'il était en secondaire. Et quand moi j'ai demandé pourquoi il veut absolument que son fils aille à Londres, il était au départ réticent pour me raconter parce que il considère que malgré que je sois un travailleur social, je suis quand même de l'État et donc il doit un peu ne pas trop me raconter. Mais il a fini par me dire effectivement qu'il y a à Londres des centres d'endoctrinement et ces centres-là, on accueille de tous les pays et de toutes les nationalités et il passe justement quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vraiment bien, comme disent, apprendre ce qu'est l'islam. Mais en réalité, c'était le moment où on a commencé justement à sentir l'effet de la radicalisation. Je souhaiterais quand même qu'on ne donne pas l'impression, même si cela existe, qu'il n'y a que cela. Il faut absolument... Il y a eu une excellente émission sur Arte, sur ces questions-là, qu'il est nécessaire de voir parce qu'on voit que les imams sont laïcs. Ils le disent. Nous sommes des imams laïcs. Nous croyons en la religion, mais un État laïque. Et donc, c'est important, effectivement, de le savoir, sinon on sort avec... Parce que la surmédiatisation de ces questions-là font croire aux gens qu'il n'y a que ça, et que c'est normal, effectivement, de considérer que l'islam amène au terrorisme. C'est bien de savoir, c'est bien de travailler contre, mais il faut savoir qu'il y a d'autres situations. Un imam, c'est un peu comme un psychanalyste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité au niveau du sunniste qui décide qui doit être ou qui ne doit pas être imam. C'est les gens, en France, qu'est-ce qui se passe? Les gens, les entrepreneurs de religieux s'appellent, ils vont chercher de l'argent, ils montent une mosquée, ils deviennent recteurs, ils appellent et ils créent une association et se nomment imam. Ils n'ont aucune, la plupart, je le dis bien, je le répète, la plupart, et en grande partie, n'ont aucune formation théologique sérieuse. C'est-à-dire qu'ils sont restés à la récitation du Coran, où ils sortent du prêt-à-penser des hadiths, et ils disent voilà, ceci. Je pense que on peut être musulman culturellement, mais il faut... l'imam, c'est celui, dans le sunnisme en tous les cas, c'est pas comme dans le chiisme, dans le sunnisme, c'est celui qui dirige la prière. Parmi nous, si on était des pratiquants, on va choisir le plus vieux, à savoir Mohammed, pour diriger la prière. Il sera imam le temps de la prière. Après, il n'a aucune... Non, excuse-moi. En ce qui concerne l'imam, la question n'est pas là. La question, c'est d'entendre, parce que c'est dans les représentations, souvent, que les choses se passent. C'est d'entendre un imam qui a fait de la théologie dans cette émission dire que moi, je considère que l'islam, il y a des pratiques, il y a les cinq piliers de l'islam, il y a telle ou telle chose, mais je considère qu'au niveau de l'État, ne doit pas être aconfessionnel. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a eu dernièrement un livre de Hamid Barrada, Abdrahim Barrada, sur la plaidoirie pour un État laïque au Maroc, qui est un État... C'est pour cette raison, effectivement, que je disais que certains imams aussi considèrent qu'il n'y a pas de contradiction entre laïcité et l'islam. Or, si vous interrogez beaucoup de populations en France, et même parmi les nouveaux musulmans ou les convertis, ceux-là vous diront, mais non, c'est pas possible. Il y a une grande différence entre laïcité et islam. Je voudrais seulement raconter une histoire. Je ne sais pas si c'est passé aussi par la Belgique et la France. Moi, comme j'habite à Brescia, nous avons un centre islamique, un des plus grands de l'Italie.
ils ont devenu aussi des agences de mariage. Moi, je ne suis pas marié, ce n'est pas la peine, mais tant que je rencontre des amis, ils me disent voilà, tu peux aller à la mosquée. Il y en a 10 sœurs, il y a une liste de sœurs avec leur photo. Tu choisis une femme là-bas, comme ça tu légitimes tes actes, etc. Voilà ce qui arrive. C'est ce genre de. Voilà. Je voulais juste ajouter une ou deux choses. C'est que on parle du public avec lequel on travaille. Et le public avec lequel on travaille, ce n'est pas une majorité. Ça, c'est un point qui est vraiment à mettre sur notre actif. Autre chose que je voulais rajouter, effectivement, la Belgique a procédé à la régularisation des mosquées avec certains critères, et notamment une formation des imams reconnue par l'État et sanctionnée par les universitaires qui donnent ces formations. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est très peu de mosquées qui ont été régularisées. Et en Belgique, si la mosquée est régularisée, elle devient une association sans but lucratif, et donc elle reçoit des subsides, des subventions de l'État. Ils ont refusé parce que les dons des gens le vendredi dépassent largement ce que l'État va donner. Le vendredi, il y en a qui ramassent chaque mosquée, surtout certaines mosquées, en tout cas, pour ne pas la nommer, c'est Molenbeek. Il y a une mosquée à Molenbeek où le vendredi, il sort avec le pactole. Donc 10 000 € par prière. Et donc il fait un appel à la fin de la prière et il récolte le pactole. Et voilà. Et donc pourquoi régulariser cette mosquée? Voilà. Excusez-moi, je me suis laissé emporter peut-être et on voit très mal. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir dans la salle? Excusez-moi. Je ne vois pas très bien. Ah, très bien. Voilà, moi je voudrais intervenir, en fait, bon, pas sur cette ligne-là, mais un peu sur la ligne des interventions des intervenants concernant, on va dire, des problématiques de l'intégration, on va dire, des différentes communautés ethniques et religieuses en Italie et en Belgique. Et je trouvais ça très intéressant parce que, disons, voilà, si on sort un peu des frontières de la France, peut-être une première question concernant l'Italie. Voilà, j'ai trouvé très intéressant votre intervention et tout ce que vous avez dit concernant l'Italie. Et disons, est-ce qu'en Italie, disons, ces mouvements, on va dire, quelque part, d'obtention des droits des minorités, est-ce que vous êtes lié, par exemple, avec les autres communautés ethniques qui sont présentes en Italie depuis des siècles, par exemple les Juifs, ou par exemple les autres minorités ethniques, par exemple les Slovènes de la région de Trieste, ou par exemple les francophones de Val d'Aosta, ou les Allemands, les germanophones du nord de l'Italie. Est-ce qu'il y a des connexions? Est-ce qu'il y a des choses? Parce que je sais par exemple les Slovènes, ils ont eu du mal d'obtenir certains droits pendant des décennies. Et actuellement, il y a quand même des écoles slovènes, il y a quand même des tensions, mais quand même, ils bénéficient de certains droits. Est-ce que ces communautés et tout ce qui s'est passé avec eux, et avec les difficultés pendant la période fasciste, est-ce que vous pouvez vous inspirer? Est-ce qu'il y a des passages, on va dire des passerelles par rapport à ce qui s'est passé avec eux? Et après, j'ai trouvé très intéressante votre explication concernant l'influence, en fait, le rôle de la mafia, en fait, des mafias en pluriel, parce qu'apparemment la mafia aussi est pluraliste en Italie, par rapport aux flux migratoires. Et je me suis rappelé d'une anecdote, en fait, une expression d'un professeur de la faculté à Ljubljana en Slovénie qui disait « Le seul moment de l'histoire de l'Italie moderne, quand il n'y avait pas de mafia, c'était pendant l'époque de Mussolini, pendant les fascistes. » Et pourquoi? Parce que c'était la plus grande mafia en Italie, quoi, qui a éliminé les autres, quoi. Et voilà, est-ce que c'est intéressant, en fait, ces rôles de la mafia que dans ces flux migratoires?
Et est-ce que dans ces cas-là, il y a quand même une certaine coordination avec la police concernant les contrôles et tous ces mouvements migratoires? Voilà, ça c'est une petite question. Et concernant l'autre intervention pour la Belgique, je voudrais savoir, en fait, en France, il y a, on va dire, le cadre de l'idéologie républicaine avec ce qui est sorti de la Révolution française, avec l'égalité, fraternité, liberté, etc. Et ensuite aussi l'idée de l'intégration des immigrés dans la nation française. Ensuite, avant c'était l'assimilation, maintenant c'est plutôt, on parle de l'intégration. Quel est le référentiel, on va dire, idéologique à ce niveau-là, concernant ces communautés qui sont juxtaposées là, dans votre cadre, on va dire, local? Qu'est-ce que la Belgique propose avec peut-être les Wallons ou les Flamands? Est-ce qu'il y a aussi des différences à ce niveau-là? Et je voudrais aussi citer, peut-être dire aussi que Bruxelles, c'est aussi un centre, c'est le centre de l'OTAN, c'est le siège de l'OTAN. Un autre exemple de cette radicalité au niveau mondial. Hein. Voilà. Comme par exemple le mafia aussi représente un certain exemple d'une organisation du crime organisé, d'une certaine radicalité. Quoi. Voilà, merci. Alors, pour ce qui concerne notre forum, c'est pas une question, je vois que l'heure tourne et qu'il y avait la question de Mina Rouge qui devait être traitée, c'est-à-dire en fait, le risque de la radicalisation des mineurs non accompagnés. Et vous avez dit que vous allez nous en toucher quelques mots. Je voulais juste que vous nous réserviez quelques minutes pour ça avant que le temps s'arrête. Merci, vous êtes c'est très intéressant. Et je suis contente qu'on ait abordé la laïcité parce que je crois que c'était aussi super important, c'est notre meilleur outil. Merci beaucoup. Et je voulais juste rajouter un truc, et on parlait je voulais dire, c'est-à-dire, n'y a-t-il pas une pauvreté aussi éducationnelle, même dans l'histoire, c'est-à-dire de l'enseignement? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc je pense à des grands penseurs comme Jacques Berck, ou comme Louis Massignon, dans les années 60, où on enseignait quand même, il y avait un véritable enseignement de la culture musulmane, et que dans ces cas-là, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qu'on ne retrouve plus dans les années même 80, 90, alors que dans les années 60, 70, on avait des grands penseurs comme Louis Massignon, Jacques Berck, qui pensaient l'autre et qui pensaient l'altérité qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Non? Comme forum musulman laïque, nous avons une connexion avec la communauté juive d'Italie. Donc, on a présenté le forum au Parlement italien avec le soutien de l'ex-ministre des étrangers Tassé, qui était aussi l'ambassadeur de l'Italie aux États-Unis, qui est d'origine judaïque. Nous avons créé un débat sur la laïcité, avec la présence aussi de ce secrétaire de la ministre du Transport, avec beaucoup de réalités à Milan. Ça fait 3 ans. Nous avons aussi un espace radiophonique à la radio radicale sur la question de laïcité. Nous sommes été invités aussi par la communauté Slovène à Trieste. On a créé un débat intéressant sur l'espace religieux, sur la laïcité en Italie. Et je souligne que le responsable du pacte de gouvernement de l'Italie avec les communautés, c'est géré par le représentant de l'église valdaise, Chiesa Valdese. Voilà, nous sommes bien connectés avec des réalités minoritaires pour trouver aussi, pour renforcer notre bataille pour la représentation du culture, pour avoir aussi un espace très fort
Alors j'ai parlé du mariage du comité musulman. Nous avons intervenu sur la mosquée de Brescia parce que il y a certains imams qui célèbrent des mariages comme ça, sans droit, sans... beaucoup de femmes se trouvent dans une situation un peu discrète, avec des enfants non pas reconnus à l'État. Voilà, ce sont des batailles civiques qu'on porte. Ce qui concerne la mafia. Alors, la Ligue du Nord, qui est le premier parti d'extrême droite, qui est lié avec l'Union européenne, avec Le Pen, la présence de la Ligue au sud de l'Italie, c'est à travers la mafia. Beaucoup des maires, députés, des conseillers communaux sont impliqués avec la mafia au nord de l'Italie. Sur le blanchiment de l'argent qui vient de l'activité mafieuse au sud, le nord est aux mains de la Ligue, surtout la Lombardie, surtout sur le marché d'Edilizia, de bâtiments, c'est la mafia, de l'andrangue. Nous avons aussi à Brescia, c'est la première fois qu'on a vu aussi le bureau de l'anti-mafia. C'est aussi l'alliance de la mafia avec les autres mafias. Nous avons la mafia chinoise, la mafia des pays de l'Est, pour la gestion du trafic, qu'il y a d'armes, qu'il y a des immigrants. De toute façon, la présence de la mafia au nord, c'est grâce à la Ligue du Nord. Salvini a eu une grande capacité politique de faire devenir un parti local, régional, et l'a transformé en un parti national. Tu trouves toujours les listes à Messina, dernièrement dans les élections régionaux, qui était un examen pour la Tinuta, pour l'enforcement du gouvernement Conte bis, Emilia-Romagna et Reggio Calabria. Au sud, et grâce à Salvini et à Berlusconi, qu'ils ont battu la gauche. La Emilia-Romagna, c'est la coupe pour la résistance italienne. Dans un contexte comme ça, si la gauche va perdre la Emilia-Romagna, aujourd'hui on se trouve dans une crise politique en Italie. Et l'un des axes qu'il a fait Salvini, qu'il a chétéfoné, une famille de Tunisiens, ils disent il a commencé à faire comme ça fera, ça fait une quarantaine ici en Europe sur les Juifs. Ça, c'est une maison des trafiquants de drogue, etc. etc. Ces axes d'une politique institutionnelle, aujourd'hui on parle du racisme institutionnel, c'est encore une bataille de fer. Et nous, comme des acteurs actifs, dans notre bataille ne finira pas, même avec notre vie. On doit construire un champ de bataille pour la nouvelle génération, aussi pour la loi sur la reconnaissance il sur lorsqu'on est dans le même la naturalisation, nous avons un problème. Nous sommes été trahis par la gauche. Et on a fait un référendum, on a récolté plus de 2 millions de signatures pour la réforme sur la citoyenneté, sur la nationalité. Et après, on trouve que le Sénat était vide et ce sont des débutants de la gauche qui ne nous ont pas présentés. Et comme ça, on a perdu la plus grande occasion historique que ce n'est en Italie, c'est un Italien. Tu nais en Italie, tu dois avoir 18 ans. Et après, tu dois avoir... tu demandes la nationalité, tu dois encore attendre 4 ans.
Et si tu n'as pas les cartes de ta famille, s'il n'y a pas le travail, s'il n'y a pas le logement, même la certification sur le logement, on le doit payer. C'est pour un Italien, la résidence doit être seulement le contrat de location. Le contrat de bail, pour un immigrant aussi pire, le contrat de bail, il vient de la police communale, tu contrôles combien de mètres, combien de personnes vont être là-bas, et il y a tous une complication. Et si le logement n'est pas conforme, le certificat d'électricité, le certificat de... Il y aura beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je souligne ça, aujourd'hui, à la frontière, aéroport italien, via aérien, la police ne contrôle plus la carte civile. Nous prenons la CNSS, si vous avez des contributions, si vous êtes encore un contribuant, et aussi la résidence. Si vous n'avez pas la résidence, ils te renvoient ton pays. Alors, avec... Voilà la situation. Ça, en Italie, ça ne crée pas la radicalité de terrorisme. Ça, c'est le terrorisme institutionnel, c'est le terrorisme politique. Et la radicalisation, ce n'est de ce truc-là. Hein. C'est pareil en France. C'est pareil en France. Je vais juste répondre à la dame pour Minawa. C'est pour cette raison que j'ai demandé à ce qu'on mette cela. Je pensais vraiment qu'elle serait là. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas pris. Mais j'aimerais vous la présenter quand même. Minawa, c'est une militante associative, mais elle est médecin généraliste. Et en même temps, elle a combattu pendant très longtemps, et depuis près de 26 à 27 ans, qu'elle était en Andalousie, en Espagne, elle a combattu tous les problèmes des catégories les plus défavorisées, en général dans tout le système d'immigration. En 1994, donc il y a bien longtemps, elle a créé le Centre international médical pour les migrants et les étrangers, permettant effectivement aux personnes de mieux être en raison de soins appropriés. Elle a beaucoup travaillé avec les saisonniers dans le sud de l'Espagne et elle a beaucoup travaillé aussi avec des femmes qui, pour elle, sont doublement vulnérables. Elle va intégrer par la suite le conseil de la communauté marocaine à l'étranger qui, elle, fait partie de l'approche genre et nouvelle génération. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle voulait effectivement intervenir sur le risque de la radicalisation des jeunes mineurs isolés, parce que facilement instrumentalisés, alors que plusieurs ont traversé plusieurs pays avant d'arriver en Espagne et qui sont souvent livrés à eux-mêmes. Vous aurez sûrement son texte intégral. Je suis très désolée qu'elle ne soit pas là, parce que j'aurais vraiment souhaité qu'elle soit. Pour répondre à la question, et en Belgique, comment ça se passe? En fait, vous avez liberté, égalité, fraternité, nous on a l'union fait la force. Et ça, c'est voilà, c'est la Belgique. Et on a ce qu'on appelle l'association subsidiée. Donc, on est 3 personnes, on crée un projet et si le projet passe, on est subsidié par l'État. C'est un peu, je dirais, réducteur, mais en gros, c'est vraiment ça, quoi. Je dirais, la Belgique, elle est vraiment construite sur les communautés, parce qu'on a 3 communautés qui sont reconnues en Belgique, qui est la communauté flamande, la communauté francophone, la Wallonne, qui habite la Wallonie et une partie à Bruxelles, et la communauté germanophone. Et donc, l'esprit de communauté existe bel et bien en Belgique. Et donc, ce n'est pas, je veux dire, comment dirais-je, l'assimilation à la française, mais plutôt l'intégration dans une communauté, même si les communautés autres que je viens de citer ne sont pas reconnues en tant qu'institution.
les communautés marocaines, les communautés turques et tout ça ne sont pas reconnues comme institution, mais dans les faits, on parle de communautés. On parle de communautés turques, on parle de communautés bulgares, on parle de communautés marocaines, mais ils n'ont pas de forme juridique comme les autres communautés qui sont les communautés nationales, qui sont la communauté germanophone, la communauté francophone et wallonne et francophone, parce qu'ils sont fusionnés, et la communauté néerlandophone. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je remercie et les intervenants et les interventions dans la salle qui étaient vraiment riches et curieux de ce qu'il y avait. Je voudrais soumettre à Migration Santé tous mes remerciements, mais lui dire que peut-être qu'il serait bon d'avoir des intervenants du Mali, de Bangladesh et de tous ces pays où effectivement le terrorisme tue beaucoup plus de personnes qu'en Europe. Voilà, je vous remercie moi aussi de votre intervention, je vous remercie d'être présent. Et puis on va me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est Migration Santé. Et on parle des choses un petit peu hors sujet. Or non, c'est qu'il y a 50 ans, quand on parlait de santé, avant, ça équivaut maladie. Et c'était quoi la santé? Quand on en parle, la définition, c'est le triptyque. Les humeurs, c'est un petit peu comme dans le bon vieux temps. Les humeurs, les os, les humeurs, les os c'est la chair. Et on fait quoi? Des symptômes à partir de là. Et puis on fait un diagnostic, on fait un traitement. Puis par la suite, on dit, mais ces personnes, ils pensent. Donc on a ajouté la psyché. En 1978, il y avait la charte d'Alma-Ata. Qui connaît où ça se trouve, Alma-Ata? Levez le doigt. Voilà, bravo. Oh là là, mais j'étais sûr, c'est parce qu'il a... C'est ma collègue, c'est Françoise Pitacci. Ah, si vous ne la connaissez pas, c'est une grande dame qui a fait... On a fait un chemin ensemble. Et... Donc, si tu te rappelles, Françoise, donc on a ajouté, eh ben, c'est la définition de la santé, c'est, comme je viens, physique, là, social, et puis par la suite, on a ajouté Ottawa environnemental, et puis après, on a ajouté culturel, et maintenant, on va dire, c'est social, donc, et c'est politique. Donc, tout ça se relie, c'est-à-dire la santé, il englobe un petit peu l'être humain dans son ensemble, et dans son ensemble, eh ben, il est tout ça, y compris le politique. Est-ce qu'on a partagé ce qui a été dit? C'est pas le problème n'est pas là, mais on s'est exprimé, on a dit, et on a échangé. Ceci étant, il y a des exemples que j'aurais bien vous citer. J'étais dans le temps travaillé avec nos amis allemands, et c'était une communauté turque à Stuttgart qui m'a invité pour faire un exposé. Effectivement, parce qu'on oublie que la France est en avance, un petit peu en Europe, sur tous les problèmes d'immigration. Si on parle maintenant d'Italie, comme a parlé notre ami Magid, ces problèmes, on les a vécus dans les années 70. Vous voyez, un petit peu revendicatif, politique, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville, et pour cette communauté musulmane turque, tout en sachant, entre parenthèses, le premier pays qui a inscrit dans sa constitution la laïcité, c'est la République turque. Avec Atatürk en 1900, il a éliminé l'Empire ottoman et instauré la République turque. Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, et qui a inscrit la laïcité comme elle était vue pendant la Révolution française ici, la Déclaration de l'homme et du citoyen, c'est pour vous dire. Donc, ce qui veut dire que l'islam n'est pas anti-laïque, il n'y a pas d'antinomie, et que toute religion, il n'y a que ce qu'on fait, finalement, et puis toute pensée, il n'y a que ce qu'on fait. Et pensons, on a passé au fascisme, alors on peut en discourir le nazi, etc. Donc voilà. Donc cette communauté turque de Stuttgart, il m'a invité, on a été dans une mosquée. Et ils l'ont construit comme la Sainte-Sophie, c'est-à-dire la mosquée bleue. Bleu, hein, ouvert-toi qui le suit. Donc à Istanbul. Il est magnifique. Donc, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais... D'accord. Et donc c'était pareil, une petite mosquée Sainte-Sophie. C'est-à-dire, mais
dans cette mosquée, on peut rentrer avec nos chaussures. Donc alors que on dit maintenant que pour rentrer dans une mosquée, il faut enlever les chaussures. Or, qui a instauré interdiction d'entrer à la mosquée aux chrétiens ou autres que musulmans, c'est l'IOT au Maroc. Parce qu'il y avait, en 1922, si je me rappelle bien, il y avait une émeute à Fès, et il y a des chrétiens ou des gens qui sont entrés avec des choses dans une mosquée, et il y avait des meurtres, donc il a interdit. Donc c'est pour voir quelquefois, on suit d'une manière mimétique, qui ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam ou avec leur religion, chrétiens, juifs ou autres, hein, c'est pas ça. Bref, cette communauté, ils ont construit cette magnifique petite mosquée, et avant sa construction, 95% de la population du quartier où ça se trouve cette mosquée, ils étaient contre la construction de la mosquée. Pourquoi? Parce que la mosquée, ils avaient un minaret qui dépasse. Ils étaient ceci. Donc après, ils ont fait une architecture et que cette mosquée de Stuttgart, de cette communauté turque, il y avait un hammam, il y avait un petit marché, et on pouvait entrer comme dans une église quand on veut, et avec ses pieds, c'est pas obligatoire d'enlever, de faire ses ablutions, d'être pur et impur. Et bien après, il y avait un sondage et on trouvait 95% qui sont satisfaits de leur mosquée. Donc c'est pour vous dire, c'est l'idée qu'on fait, mais une fois qu'on expose bien la tolérance, c'est ça le fond du problème. Quand on sait qu'on peut vivre ensemble, et qu'on peut construire des ponts, et que tout le reste, eh ben, ce n'est que du surplus de notre existence commune. Par exemple, toutes les religions, si vous avez lu les écritures cunéiformes qui ont existé à Bagdad, dans la région de Babylone surtout, et ben, on trouve toutes les récits religieuses là-bas. Donc ça existait le déluge, oui, tout. Donc finalement, la remédiation de l'anthropologue, elle est là, un jour on fera. Donc enlevons tout ce qui interdit à l'homme de se retrouver libre. Et tout ça, ni religieux, ni idéologique, tout ce qui pollue la vie de liberté, ce n'est que quelque chose qui est ajouté à l'existence de l'homme pour être, d'une manière, la liberté naturelle. Parce qu'on est né, hein, on dirait, notre République, libre et égaux. Et nous devrons le rester. Donc tout ce qui arrive de l'extérieur, de l'intérieur, d'en haut, d'en bas, etc. Faites l'amour, mais ne faites pas la guerre. L'amour de la pensée, l'amour de l'amitié, l'amour de vivre ensemble. Et si un imam ou si eh ben voilà, je vais raconter votre histoire, tous les deux. Ben, hier c'est passé une histoire, mais ça sera pour le prochain colloque. Comme ça vous viendrez pour savoir l'histoire de Zindine et de Naïma. Je vais faire un film et le projeter. Ceci étant, mais il n'y a rien de mieux que le rire de tout ce que, de ces futilités. Hein. C'est-à-dire, ils sont futilités parce que l'ignorance, c'est le malheur de notre existence. C'est toute chose qui est interdite. C'est de l'ignorance. Parce qu'il n'y a pas d'interdit pour vivre ensemble. C'est-à-dire, il y a la paix, il y a la guerre. Toute l'ignorance pousse. L'ignorance pousse à la guerre, au conflit, et l'intelligence pousse à vivre ensemble. Donc tout ce qui est interdit, quoi que ce soit, eh bien, il est où, Françoise est toujours là. On était convoqués, tu te rappelles, qu'on avait cette excision par le tribunal de Bobigny. Le juge ici à Bobigny, il y avait des excisions, vous vous rappelez, là, il y avait des filles du 18e, c'est ça, où il y avait, bref, ça fait combien de temps? Il y a plus de 20 ans, de la 94, non? Début 90, voilà. Hein? 30 ans déjà, hein, oui. Alors, et le juge, même ici, parce que les médias, ils sont emparés de ça, le droit à l'ego, je ne vous dirai pas. Et nous, on a écrit, on était témoins, que toute atteinte au corps d'un être humain, eh bien, il faut être contre. Il y a excision ou pas excision, ici ou ailleurs, nous, on est contre les filles, ils ont la liberté de vivre leur corps, de faire ce qu'ils veulent de leur corps, mais personne n'a le droit de les toucher dans leur dignité, dans leur intégrité physique, ou morale, intellectuelle.
Eh ben, il était content, il m'a envoyé une lettre. Je vais la garder parce que je vais écrire mes mémoires. Le jour où le juge de Bobigny a écrit à moi, qui, monsieur le directeur, j'étais dans ce temps, je vous remercie parce que il lui a fallu un musulman. Moi, je ne suis pas, par croyance personnelle, je le suis par le nom et aussi par ma mère. Vous savez, ma mère, je ne faisais pas de ramadan. Et puis après, je vous dis, il faut respecter et aimer vos mères. Et puis, il m'a tellement aimé que je suis heureux jusqu'à la fin de ma vie. Et bien, la pauvre Annie dit, qu'est-ce qu'il fait le mois de ramadan? Moi, j'avais 17 ans. Il me prépare mon petit repas tranquillement. Et puis après, la pauvre, il sort et il me dit, ah, je te laisse avec la fondue. Moi, il-même, il m'a donné bien à manger. Oh, ben, je lui dis, ma mère, bah, ne le regarde pas, que le bon. Il croyait qu'elle était là en train de filmer, comme maintenant. Que si moi je mange, il va descendre et m'enlever de mes cornes que j'ai pas, mais il imagine que je vais me transformer en cigogne, parce qu'on dit. Bref, c'est pour dire, quand il y a l'amour, eh ben, le reste, il est futile. Ma mère m'a préparé à manger, un mois de ramadan, il est parti. Ça veut dire, elle m'a laissé libre. Donc voilà, et puis elle a fait ce qu'il croyait, parce que c'est sa manière de voir. Donc chacun de nous doit vivre sa citoyenneté totale, et puis ne pas hésiter, comme vous avez dit, d'échanger librement. C'est dans l'échange qu'on peut se retrouver la quintessence, voilà le terme, de notre rencontre d'aujourd'hui et d'hier. Et je vous remercie infiniment. Vraiment, j'aurais aimé qu'on reste jusqu'à demain matin, mais...